Bonjour à tous, je suis Ben, designer chez Arbor, et aujourd'hui c'est un jour spécial pour deux raisons. Déjà parce que c'est la toute première vidéo que je vais publier sur cette nouvelle chaîne YouTube entièrement consacrée à notre solution Arbor, et deuxièmement parce que cette vidéo elle va être entièrement dédiée à la présentation de notre nouvelle grosse fonctionnalité qui arrive avec la mise à jour 66 de Arbor. On a nommé Arbor Studio, c'est notre nouvel éditeur graphique qui est entièrement consacré à la création de vos expériences en XR. Alors quand on dit XR, c'est une contraction de Extended Reality et ça englobe donc la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité mixte. Alors pour les nouveaux, on va mettre un petit peu de contexte. Arbor c'est quoi? Pour les utilisateurs déjà de Arbor qui n'ont pas besoin qu'on leur présente à nouveau la solution, on a pensé à vous et on vous a chapitré la vidéo, donc vous allez pouvoir aller choisir directement dans la barre YouTube le moment de la vidéo qui vous intéresse. Arbor, c'est une solution entièrement dédiée à la création d'expériences XR qui ne demande absolument aucune compétence en programmation et ni même en 3D. Dans Arbor, vous allez pouvoir utiliser tout votre contenu, évidemment vos modèles 3D, mais aussi vos vidéos, vos photos, vos documents, et tout ce contenu, vous allez pouvoir l'organiser, le séquencer, le chapitrer et le scénariser en lui donnant même de l'interactivité. Tout ça dans un éditeur qui est super intuitif, très facile à utiliser et qui ne demande aucune compétence comme je le disais. Donc j'imagine que si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous connaissez déjà ces termes de XR, d'AR, de MR, etc. et que vous avez déjà connaissance de tous les cas d'usage pratiques qui y sont associés et de toute la puissance que permet l'informatique spatialisée. Donc je ne vais pas m'étendre sur ce que vous pouvez faire avec Arbor. Moi, mon but aujourd'hui dans cette vidéo, c'est bien de vous montrer comment on travaille dans Arbor. Et pour ça, rien de mieux que d'aller s'immerger directement dans la solution. Alors suivez-moi, on se met au travail. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un navigateur web. N'importe quel navigateur fera l'affaire. Moi, je vais utiliser Chrome. Et ensuite, on va venir taper l'URL suivante, manager.arbor.synergies.com, qui est l'URL d'accès à votre environnement Arbor. Maintenant, vous êtes sur Arbor Platform et vous arrivez sur un environnement totalement vierge, en tout cas si c'est la première fois que vous vous y connectez. Et on va tout de suite créer un nouveau dossier. Et dans ce dossier racine, on va ensuite pouvoir créer des sous-dossiers, pourquoi pas. Mais bien sûr, la chose la plus importante, on va pouvoir créer des projets. Donc vous voyez que sur le côté, on a un menu de premier niveau qui est assez simple, avec une navigation d'abord par dossier, puis par device, puis un menu admin. On verra ces deux menus dans un second temps, dans une vidéo dédiée. Pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur la création de contenu et sur Arbor Studio. Donc là, on va créer, pour commencer, grâce au call to action qui est situé en bas, un dossier racine. On va lui donner un nom très basique, démo. On peut mettre un commentaire également, mais c'est vraiment totalement facultatif. Et maintenant que je suis dans mon dossier démo, eh bien ici, je vais retrouver un fil d'Ariane qui est présent à toutes les étapes sur Arbor et qui va permettre de savoir où on est évidemment dans l'application, mais également de pousser quelques actions de type création. Et en l'occurrence ici on a un bouton plus qui va nous permettre de créer un nouveau dossier, donc c'est-à-dire un sous-dossier de ce dossier démo, ou alors un nouveau projet. Ça dépend de la granularité et de votre organisation personnelle. Moi, je vais aller directement à l'essentiel et créer un nouveau projet. Donc cette petite modale va me permettre de créer un projet que je vais appeler barrage. On va comprendre pourquoi par la suite. Encore une fois, je suis dans la possibilité de mettre un commentaire, mais c'est totalement facultatif. Je vais à l'essentiel, je clique sur Create et j'arrive directement dans mon environnement 3D Arbor Studio qui va me permettre de créer mon expérience en XR. Alors, ici on va se mettre à l'aise et on va aller cliquer dans ce petit coin en haut à droite sur le bouton Enter Full Screen pour avoir plus de place. Et donc on va juste faire un petit tour d'horizon rapide de cette page pour qu'on comprenne bien les principaux aspects et ce qu'on va pouvoir y faire. Tout en haut ici, on va trouver donc le nom du projet et toujours ce système de fil d'Ariane qui va nous permettre de savoir où on en est dans la création de notre projet. Ici on est sur le Scene Editor, donc c'est bien cet espace ici de création. Ici, on va pouvoir accéder à une autre page qui s'appelle Device Roles et une autre page encore qui s'appelle Device Links et qui va nous permettre de faire un certain nombre de paramétrages de notre projet. Mais encore une fois, ce sera l'objet de vidéos dédiées. Pour l'instant, on va vraiment rester sur l'éditeur. Ici, on va avoir toute une zone à gauche qui est dédiée à la création de scènes. Quand j'arrive sur un projet Arbor, dans Arbor Studio, j'ai vraiment une scène par défaut qui est créée, qui d'ailleurs n'a pas de nom, elle s'appelle Untitled Scene. Je vais pouvoir, grâce à ces trois boutons ici,
éditer cette scène. Je vais pouvoir ici également la dupliquer, c'est-à-dire que si j'ai du contenu à l'intérieur et que je la duplique cette scène, je vais retrouver exactement le même contenu avec la même disposition, les mêmes caractéristiques, les mêmes paramètres à l'intérieur. Et je peux également évidemment la supprimer. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais l'éditer et je vais l'appeler SC01, SC pour scène. Voilà, tout simplement. Je vais pouvoir créer d'autres scènes avec ce bouton plus. Je vais faire ça tout de suite parce qu'on va voir que moi dans mon projet je vais avoir besoin de 2 scènes. On voit que cette scène par défaut, quand je la crée, elle apparaît sous la scène qui est sélectionnée en cours. Elle n'est pas sélectionnée, donc je vais la sélectionner et je vais pouvoir donc également lui donner un nom. Je vais l'appeler SC02. Voilà, on continue dans l'originalité. Maintenant que j'ai ma scène 1 et ma scène 2, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des petits compteurs ici qui sont représentés par des petits pictogrammes. Alors, le premier pictogramme représente les modèles 3D. Donc, c'est-à-dire que dès que vous allez mettre un modèle 3D dans cette scène 1, en l'occurrence, puisque c'est celle-ci que je viens de sélectionner, quand je vais mettre un modèle 3D dans cette scène 1, j'ai mon compteur qui va s'incrémenter de 1. Ici, ce deuxième pictogramme représente les médias de type image et de type vidéo. Donc, de la même façon, quand je vais mettre une image ou une vidéo dans ma scène 1, eh bien, je vais avoir une instance qui va apparaître ici, mon compteur va s'incrémenter de 1, et ce troisième pictogramme représente les documents, donc typiquement les fichiers PDF. On a un autre pan qui est situé tout à droite, qui est absolument essentiel et qui est très intéressant, c'est les assets. Pour l'instant, on voit que j'ai absolument rien sur ma scène, que j'ai rien dans ma scène 1, que j'ai rien dans ma scène 2, et donc je n'ai absolument rien à voir dans ces deux onglets Project Asset et Scene Asset. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux onglets permettent d'avoir à la fois une vision des sources de ce que j'ai mis dans mon projet, c'est-à-dire des sources de mes PDF, de mes fichiers GLB pour la 3D, de mes fichiers MP4 pour les vidéos, etc. Mais également une vue des instances, c'est-à-dire que tout ce qui va être déposé dans ma scène 1 va apparaître dans l'onglet Scene Asset, alors que l'onglet Project Asset, lui, va contenir l'intégralité de tout ce qui est déposé dans mon projet, dans toutes mes scènes. On a bien ici une logique dans Project Asset de source et une logique d'instance dans Scene Asset. C'est peut-être un peu vague ce concept-là, alors on va illustrer ça tout de suite et on va regarder comment on fait pour déposer des nouveaux objets, des nouveaux assets dans une scène. On a deux possibilités pour le faire. Première possibilité, on a une barre ici avec une barre d'outils qui va nous permettre donc de faire des rotations, du scale, du mouvement sur nos objets, et on a un bouton qui est un tout petit peu à part ici qui s'appelle Assets. Quand on clique dessus, on a un petit menu déroulant qui va nous permettre de sélectionner des assets prédéfinis qui sont directement proposés par le studio, des cubes, des sphères, des cylindres, etc. Mais on a également un bouton d'import qui va nous permettre d'ouvrir une fenêtre dans mon explorateur Windows en l'occurrence et d'aller choisir des assets à l'intérieur. Ça, c'est une première façon de déposer les assets. L'autre façon, que je trouve moi plus intuitive et que j'utilise plus quotidiennement, c'est d'aller directement dans son explorateur Windows. Je vais le réduire ici pour qu'on voit bien ce que je fais. Vous voyez qu'ici j'ai ma scène 1 qui est sélectionnée. J'avais préparé donc deux petits dossiers avec scène 1, scène 2, donc je vais sélectionner les assets de ma scène 1. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que par exemple j'ai barrage.glb qui est mon premier objet 3D. Je vais tout simplement pouvoir le drag and dropper, je vais y arriver, sur ma scène, et vous voyez qu'immédiatement ce barrage apparaît sur ma scène et qu'il est manipulable directement. Maintenant on va faire une deuxième chose, c'est qu'on va retourner chercher des assets, mais cette fois qu'on va aller uploader et drag and dropper dans la scène numéro 2. Donc pour ça, tout simplement, je vais aller sélectionner ma scène 2. On voit ici que sur mon compteur de scène asset, j'ai bien 0 objet. On peut constater qu'effectivement, il n'y a rien dans ma scène. Et je vais aller glisser des assets. Je vais en prendre 2 directement. De ma scène 2 dans ma scène. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai bien 3 assets dans mes sources, puisque j'ai mon asset de la scène 1 et mes 2 assets de la scène 2. Et dans cette scène-là, que j'ai sélectionnée, scène 2, dans laquelle je viens de glisser mes 2 assets, eh bien j'ai bien uniquement 2 objets, à savoir un bouton et un panneau solaire. Voilà. Alors, pour continuer le petit tour d'horizon, on a donc
cette barre ici en haut qui va vous permettre très facilement de switcher d'un mode de modification d'un objet à l'autre. Typiquement, on va avoir le mode Move qui va servir, comme son nom l'indique, à bouger vos objets sur les trois axes, donc X, Y et Z. On va avoir le mode Rotation ici qui va permettre, toujours comme son nom l'indique, de faire des rotations. Et on va avoir le mode Scale qui lui est une simple poignée qui, quand on va la tirer, je vais m'éloigner un petit peu, hop, va permettre d'agrandir nos objets. Alors si maintenant vous avez fait des bêtises sur un modèle et que vous voulez retourner à un état d'origine, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire un clic droit et afficher la toolbar de cet objet et faire Reset. Ou alors vous pouvez utiliser le CTRL Z comme sur tout un tas d'autres logiciels de création qui va vous permettre de remonter l'historique des manipulations pour revenir à un état plus satisfaisant. Maintenant, dernière petite chose intéressante à noter, c'est que quand on va sélectionner ici, à propos des manipulations, quand on va sélectionner un asset, quel qu'il soit, eh bien on va faire apparaître son panneau des propriétés. Qu'on le sélectionne par ici ou par là d'ailleurs, le résultat est le même, on affiche les propriétés de l'objet. Si vous faites une modification sur cet objet, eh bien vous voyez que ici, immédiatement, on voit que en Z, j'ai fait un mouvement sur cet objet, et donc j'ai mon panneau des propriétés qui se met à jour. Même chose sur le scale. Ce qui est intéressant sur le scale, ce qu'il faut noter, c'est qu'évidemment le fait de scale un objet, de l'agrandir typiquement, va avoir un impact à la fois sur son scale, c'est-à-dire que là vous avez le ratio du scale par rapport à la taille d'origine de l'objet, mais vous avez également sa taille ici en mètres. Donc là 0,6 et quelques mètres, on est bien sûr à un objet qui va faire 60 cm. Si je veux arriver sur une taille de, je sais pas, environ 1 mètre par exemple, on va faire quelque chose comme ça, on peut vérifier assez rapidement qu'on est bien effectivement sur quelque chose de l'ordre d'1 mètre, puisque dans Arbor Studio, dans l'éditeur, vous allez voir qu'ici, un carré est égal à 1 mètre. Donc un carré sur cette grille, sur cette matrice, fait 1 mètre par 1 mètre. Ça vous permet d'avoir à peu près les dimensions grossières de vos objets, et d'être sûr d'être sur quelque chose de cohérent par rapport à la taille de modélisation originale de vos objets. Une petite chose aussi qu'il faut noter, c'est que cet objet qui est là, ce personnage, n'est pas un modèle à part entière. Il s'agit tout simplement d'un avatar qui va vous permettre de déjà avoir une idée grossière de la dimension de vos objets par rapport à l'échelle humaine, c'est-à-dire que ici, tout de suite, si je m'amuse à prendre ce panneau solaire et à le mettre à une taille assez grande, eh bien, je vais vite me rendre compte qu'il a une taille qui n'est pas normale, en tout cas qui n'est pas naturelle peut-être pour un panneau solaire par rapport à la taille de mon personnage. Ça, c'est une première chose. Je vais reset la taille de l'objet. La deuxième chose qui est intéressante avec cet avatar, c'est que si vous pouvez le déplacer dans la scène, et il faut savoir qu'il est à une taille d'origine, à une hauteur d'origine de 1,70 m. Donc si vous bougez ici ce personnage sur cet axe, eh bien vous allez vous permettre d'avoir un personnage plus grand ou plus petit. 1,70 m étant voilà, une taille moyenne, mais ce qui est intéressant, c'est que si vous vous rendez sur le petit contrôle qui est ici, qu'on appelle un gizmo 3D, qui vous donne le sens de chaque axe X, Y et Z, vous avez des petits boutons de raccourci. Ces petits boutons de raccourci, celui-ci qui est tout à gauche, va vous permettre de passer en mode First Person View, c'est-à-dire que vous allez voir à travers les yeux de ce personnage, et donc ça pourrait vous donner une idée de ce que vous allez pouvoir voir dans un casque de réalité mixte ou de réalité augmentée, ou dans un casque de VR, une fois que votre projet sera prêt à être consommé. Donc là, c'est pas très intéressant parce que j'ai rien à hauteur des yeux de mon personnage, mais si je passe, voilà, si je mets un objet dans son champ visuel, eh bien, ça va me permettre d'avoir un léger aperçu de ce que ça pourrait donner à travers les yeux de l'homme. Petite chose aussi intéressante, c'est que vous avez la possibilité de passer sur une top view, c'est-à-dire une vue du ciel. Donc si je switch en top view, eh bien j'arrive automatiquement sur une vue depuis l'axe Y, et donc ça me permet pour faire de l'aménagement, typiquement d'avoir une vue qui est peut-être un petit peu plus pratique. Et dernier raccourci, c'est Focus on
asset. Alors là, ça veut dire que typiquement, si je suis perdu dans l'espace, si je m'amuse à me déplacer très très loin sur cette grille, qui est une grille infinie, donc je peux potentiellement aller me perdre assez loin et perdre complètement de vue mes objets, eh bien, je peux toujours aller sélectionner un objet dans une scène. Par exemple, je vais prendre mon panneau solaire, et si je fais un focus dessus, eh bien, je vais automatiquement revenir sur cet objet, et donc ma caméra va se recentrer, ce qui me permet d'éviter de me perdre et de retrouver très facilement des objets dans ma scène quand j'ai des scènes très conséquentes avec beaucoup d'objets. Voilà, alors maintenant on va se donner un petit objectif pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va faire quelque chose de très simple, un projet donc en 2 scènes, avec première scène ce barrage sur lequel je vais m'amuser à placer des objets. Donc là, l'idée, c'est de simuler sur ce petit diorama, sur cette petite scène de barrage, l'implantation d'un parc de machines de type éolienne, panneaux solaires, ce genre de choses. Et je vais amener un petit peu l'interactivité. Je vais disposer des petites pastilles sur mon barrage et définir que quand mes objets vont venir rentrer en collision sur ces pastilles, eh bien, ils vont s'animer. Et donc, c'est des animations qui vont, on va le voir, sont encapsulées au sein de mes objets 3D qui sont des fichiers .glb, et donc que je vais pouvoir déclencher avec une fonctionnalité de Arbor Studio qui s'appelle les triggers. On va en parler tout à l'heure. Donc mon scénario est le suivant. Je vais, quand je vais consommer mon projet, une fois qu'il sera prêt dans un casque, je vais m'amuser donc à prendre mes éoliennes, mes panneaux solaires, les disposer sur mon barrage. Quand ils seront disposés sur mon barrage au bon endroit, eh bien, ils vont s'activer et ils vont s'animer. Pourquoi pas, je pourrais aussi disposer des petits panneaux d'information pour avoir plus d'infos sur ces dispositifs d'énergie renouvelable. Et je vais également, dans cette première scène, mettre un bouton qui va me permettre de me déplacer, de faire un jump jusqu'à la scène numéro 2. Et dans ma scène numéro 2, eh bien, je pourrais, si on a le temps, également faire un petit scénario interactif très simple de type, quand je clique sur un bouton, donc là je vais aller sur ma scène 2, quand je clique sur mon bouton Play Animation, eh bien, jouer une animation sur mon panneau solaire. Voilà. Alors on va faire ça tout de suite. Voilà, donc là on arrive sur un truc pas mal, où on a disposé nos 3 panneaux d'information, on a disposé nos 3 petites targets blanches là qui sont ici, qui vont nous permettre eh bien, de savoir où poser et le panneau solaire, et l'éolienne verticale, et l'éolienne classique. Et puis on a nos 3 objets ici, donc on va pouvoir, quand on sera dans le casque de notre choix, par exemple Magic Leap, MetaQuest et autres, prendre l'objet et aller le disposer sur la target pour déclencher une animation. Alors cette animation, on a dit tout à l'heure qu'on allait pouvoir lancer une animation sur l'objet 3D, donc on va pouvoir faire les deux, hein, on va tester. On va dire par exemple que cette éolienne là, quand elle va venir percuter, donc rentrer en collision avec la target qui est ici, eh bien l'éolienne va se mettre à tourner. Donc là, on va définir eh bien, ce scénario-là. Donc comment on fait pour faire ça? Eh bien, on va définir ce qu'on appelle un trigger. Donc on va d'abord sélectionner l'objet windturbine.glb. Il faut bien qu'on soit dans le panneau des scènes assets et qu'on ouvre ici le petit bouton qui se situe juste à côté de la corbeille, qui est le bouton des paramètres, et qui va nous permettre de déclencher un event. Donc on vient cocher cette case ici, et on va créer un nouvel event. Donc là, cet event, par défaut, c'est un event de type start. C'est un événement qui veut dire qui se met en route quand on arrive dans la scène, quand on va arriver dans la scène 1. Nous, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une collision qui se fasse entre 2 objets, que quand la collision entre ces 2 objets se fait, eh bien, l'animation se met en route. Donc on va changer le type de trigger.
On voit qu'on a du start, du tap, donc là le tap c'est quand on va mettre la main dans l'objet, on a du drag, c'est quand on va déplacer l'objet, du hover quand on va se mettre en survol sur notre objet, et de la collision, donc c'est bien de la collision dont on a besoin. Et on va choisir un objet avec lequel eh bien, notre éolienne doit collisionner. Donc cet objet c'est une target, donc c'est la target wind turbine qui est ici, voilà. On peut choisir plusieurs objets de collision. On peut choisir que quand notre éolienne va collisionner avec le barrage, il va se passer encore une autre animation. Quand elle va collisionner peut-être avec un autre objet, comme le panneau solaire, il va se passer encore autre chose. Pour l'instant, on va faire quelque chose de très simple. Donc on va dire simplement, quand notre wind turbine vient collisionner avec target wind turbine, eh bien ça crée une action. Donc on va appuyer sur le petit bouton plus et choisir le type d'action qu'on veut. Est-ce qu'on veut une action de type lancement d'une action ou transition de scène? Donc là ce qu'on veut c'est vraiment lancer une action, lancer une animation, et donc eh bien on va dire que on va choisir la target de l'objet qui va devoir s'animer. Donc la target, bien ça va être la windturbine.glb elle-même, hein. Donc l'animation de notre éolienne va se lancer. Et on va choisir maintenant l'animation qu'on veut lancer. Donc on a le choix entre une animation de type appear, donc ça c'est une animation comme on peut le voir à l'écran simplement d'apparition. Elle va passer d'un état transparent à un état opaque. Une animation de type disappear, donc ça va être exactement l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'elle va passer de son état actuel opaque à un état transparent. Ça c'est des animations qui sont possibles pour n'importe quel type d'objet. Et on a également de lister ici une animation qui elle a la particularité d'être propre à cette éolienne, qui est une animation qui est encapsulée dans l'objet GLB et qui est une animation de rotation des pales. Donc on va choisir plutôt cette animation là. Est-ce qu'on veut que les pales tournent une seule fois, c'est-à-dire un seul cycle d'animation, ou alors à l'infini? On va choisir à l'infini, ça va être plus rigolo. Et est-ce qu'on veut enfin choisir un délai avant que l'animation se lance, c'est-à-dire qu'au moment où mes objets vont collisionner, je pourrais dire par exemple que je veux que mon animation se lance 10 secondes après. Bon, ça risque d'être un peu bizarre, on va laisser sur 0 secondes pour que l'animation se déclenche de manière immédiate. Pardon. Voilà, donc là c'est un premier scénario qu'on peut définir et qu'on pourra tester ensuite dans le casque. Et alors une dernière chose que je voulais vous montrer, qui peut être très chouette aussi, c'est de faire de la transition entre deux scènes, parce que là, eh bien rien ne va nous permettre de passer de la scène 1 à la scène 2, et donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va aller chercher dans ma scène 1, j'ai un bouton normalement qui s'appelle Next Scene Button, voilà, qui est là, qui apparaît tout en bas, et on va volontairement le placer un petit peu à l'écart, ici, un peu gros pour qu'il soit bien visible, voilà. Et là on va utiliser un autre type de trigger, donc toujours le même principe, je déclenche un événement, j'ajoute un événement, pas de type start mais cette fois de type tap. Donc quand je vais mettre ma main à l'intérieur de ce bouton Next Scene, eh bien il va se passer quoi? Je vais lancer une action, cette fois non pas une animation mais une action de type transition, donc Scene Transition. Je vais lancer une transition pardon, de soit Next Scene, parce que évidemment je vais arriver à la scène suivante, mais je peux aussi aller targeter une scène en particulier. En l'occurrence, j'ai pas d'autre scène que ma scène numéro 2 à aller cibler, mais je pourrais également faire les choses de cette façon. Je vais faire Next Scene tout simplement, et pareil, on me propose un délai, je vais pas mettre de délai, je vais aller faire ça immédiatement, donc 0 secondes. Et donc là, on va avoir eh bien, une possibilité de passer à ma scène suivante. Voilà, on va s'arrêter là pour la partie conception avec Arbor Studio. Dans de prochaines vidéos, on se penchera sur comment paramétrer un projet, comment lancer une session de visualisation pour ensuite consommer le projet qu'on vient de créer depuis Arbor Platform dans un casque de réalité mixte ou de réalité virtuelle. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi tout au long de cette grosse vidéo de présentation. Je vous mets tous les assets, tous les objets qu'on a utilisés dans un gros lien téléchargeable dans la description de la vidéo. Et je vous mets aussi un lien vers notre équipe si vous voulez ouvrir une trial sur Arbor pour pouvoir essayer le produit par vous-même et vous rendre compte à quel point il est intuitif à l'usage. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!